Super. Bon, merci pour votre patience, la petite logistique pour faire l'enchaînement après ces belles paroles qui ont été partagées. Donc, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de nous donner ce temps de parole également. Donc, les présentations, moi je ne le vois pas, vous le voyez, nous sommes toutes les trois ici pour explorer un peu l'engagement envers la paix. Et avec ce qu'on vient d'entendre, c'est clair que la balade n'est pas calme, n'est pas dans une plaine bien ouverte. Il semble vraiment qu'on vive dans un monde où le fait de défendre ce qui est juste est davantage puni et condamné que de commettre des atrocités. Donc les temps sont durs, on l'a entendu, on le sait tous et toutes. Une époque où vraiment on a plus que jamais besoin de créativité et d'émotions humaines, telles que l'engagement et l'humilité. L'humanité, ce lien qui nous relie les uns et les unes aux autres, ça a toujours été une lueur d'espoir dans les pires moments. On n'a qu'à regarder nos livres d'histoire, notre vécu proche et éloigné. C'est ce qui nous a apporté en tant que société. Donc il ne faut certainement pas le laisser s'étouffer au moment où il est plus que jamais nécessaire. D'où l'importance de se retrouver d'une fois de plus pour ce lit. Ouais. Le mot paix, 4 petites lettres qui rentrent dans la grille, facile à trouver, mais chargé de beaucoup de définitions et surtout de façon de la faire vivre et de la partager, la défendre surtout, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ce qu'on veut apporter aujourd'hui, parce que les temps sont difficiles, avec tous les acteurs de la solidarité nationale et internationale, parce que la solidarité, on la porte en nous en tant qu'humains, et elle s'applique de partout, elle se doit de vivre et de vibrer de partout. Ce qu'on veut essayer de faire avec mes collègues aujourd'hui, c'est apporter un peu on parlait d'une respiration en ce moment, de se recharger un peu d'énergie positive, parce que c'est vrai que sinon, on regarde le fil des infos, on est très vite, en tout cas moi, je suis très vite submergée. Mais c'est à travers ces liens et ces échanges qu'on peut se souvenir qu'il y a de l'espoir, et de façon pas juste philosophique, en effet il y en a, mais aussi de façon très pragmatique, et c'est vraiment ce qu'on va entendre dans la prochaine heure qui suit, un peu moins. Et vraiment de voir comment on peut s'armer pour continuer à vivre nos engagements en dépit d'une période très difficile. Et vous voyez, j'ai employé le mot armée. C'est là à quel point le vocabulaire guerrier, même quand on veut essayer de regarder les sports, le vocabulaire guerrier nous a infiltrés à tellement de niveaux. Donc, face à ce challenge, il faut serrer les coudes et il faut être dans le partage, il faut être dans l'écoute. Et c'est pour ça que, en convoquant cette humanité la plus profonde et la plus intime que nous portons tous et toutes, parce que c'est de là que vient notre puissance originelle, c'est vraiment avec un plaisir et un honneur que j'accueille mes deux panélistes, des femmes au parcours larger than life, comme on dit en anglais. Et elles vont nous en dire un peu plus. Elles ont cet engagement, mais quasi viscéral, rien qu'à les entendre, et vous verrez quand on a échangé pour la préparation de cette conversation, je l'ai vraiment ressenti. Cet engagement viscéral pour la paix, pour la solidarité, pour ramener cette lumière qui nous fait souvent défaut. Et donc, je vous propose un moment dans lequel on va taper dans la force du storytelling, parce que le storytelling, c'est nos histoires personnelles, mais qui portent cette humanité partagée. Et pour un moment d'inspiration, en tout cas, c'est ce que j'espère qu'on va vous apporter. Donc, vous le voyez au-dessus de nous, mais donc, à côté de moi, nous avons Pascale, la présidente fondatrice de AIODD, elle vous en dira plus. Et donc, la marraine et la présidente et créatrice de l'organisation Projet Imagine. Et donc, nous allons essayer d'avoir... Enfin, il y a quelques questions, mais on veut créer vraiment cette conversation qui sera suivie d'un moment d'échange si vous avez des questions ou des commentaires à la fin. Donc, peut-être si je me tourne à côté de ma première voisine, Pascale, donc au commencement, comme pour nous tous, au commencement de tes nombreuses vies, comment, et tu me permettras d'utiliser l'expression légende personnelle parce qu'on a tous cette légende en nous, on a tous cette possibilité de l'écrire, mais cette légende personnelle qui te fait porter cet engagement pour la paix, comment a-t-elle commencé? On parle beaucoup de rencontres, peut-être d'un mot, d'un déclic, d'un moment qui serait à l'origine de ta présence aussi à nos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction émouvante et forte de sens. Peut-être avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier la CSI. Et c'est vrai que M. Duplessis a vraiment quand même été porteur d'une force en termes de solidarité internationale. Et ça rappelle aussi l'importance de l'engagement des élus. Ça, c'est quelque chose de fondamental et je remercie particulièrement Laetitia et toute l'équipe parce que c'est vrai que c'est un vrai rayon de soleil pour nous, ce salon.
Et on est tous vraiment heureux de se rencontrer. Et je pense que un des grands points forts en fait d'un engagement, c'est les rencontres. Et c'est toute la richesse en fait qui fait qu'on partage beaucoup de choses. On partage des défis, mais on partage aussi des solutions et on partage aussi des vrais moments de bonheur. Et c'est ça en fait que j'aime aussi à travers cet engagement. Alors simplement peut-être pour vous dire, c'est vrai que à la base, j'étais pas du tout prédestinée pour m'engager parce que j'ai plutôt un parcours issu du secteur entre guillemets privé. Voilà, donc je travaille dans le management, le commercial, etc. Et il se trouve que quand je suis rentrée de Grande-Bretagne, j'ai en fait lu un livre qui m'a pris 2 heures, mais en fait 20 ans de ma vie. Alors je sais pas si c'est bien ou pas que j'ai lu ce livre, mais bon, voilà, la situation est comme ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai lu le livre de Ingrid Betancourt qui s'appelle La rage au cœur. Et en fonction de votre âge, vous allez peut-être connaître ou pas connaître, mais elle a vraiment œuvré pour un état de droit en Colombie. Je vois que madame, elle doit connaître. Et donc, du coup, voilà, je me suis vraiment engagée parce que elle était prisonnière des FARC, alors que du coup, elle luttait vraiment contre la corruption. Et je me suis dit, c'est juste incroyable. Nous, on est ici, on a quand même la possibilité d'agir, alors qu'elle est sans voix. Et en fait, Ingrid Betancourt, c'était vraiment la personne qui cachait en fait la forêt, parce qu'il y avait 3000 otages à l'époque en Colombie. Et le rapporteur des Nations Unies en charge de la Colombie, Monsieur Lemoyne, m'avait dit toutes les familles sont touchées directement ou indirectement, et même un bébé de 6 mois avait été pris en otage. Donc il y avait bien sûr les prises d'otages en fait politiques, mais aussi économiques. Voilà, donc vraiment c'était bouleversant. Il y a un grand mouvement qui s'était créé en France avec Armand Burguet. Moi j'avais créé un comité de soutien Savoie-Haute-Savoie. Après, du coup, je me suis retrouvée dans des assemblées générales à Paris, au niveau de la Fédération internationale des comités Ingrid Betancourt. Là, il y avait Gabriel Attal qui était engagé aussi à nos côtés. Il y avait Renaud, le chanteur. Voilà, Carly Bruni était aussi engagé. Et du coup, j'ai ensuite été vice-présidente au niveau de la Fédération internationale des comités. Donc après, on a changé. Donc c'était plus Ingrid Betancourt plus les 3000 otages. Et donc, du coup, j'ai rencontré les gouvernements en Suisse, en France, aux États-Unis, puisqu'il y avait aussi 15 otages américains. Et voilà, et l'ambassadeur François Evasso à la mission diplomatique à Genève nous a vraiment beaucoup soutenus. C'était juste incroyable. Donc voilà, il y a eu plein d'allers-retours aussi à la mission. Et puis donc au Quai d'Orsay avec Daniel Parfait, l'ancien ambassadeur en charge de ces questions. Donc c'est un peu comme ça, on va dire, que mon combat il a commencé. Et la personne qui était en charge des ONG à l'ONU, Ricardo Espinosa, que certains d'entre vous connaissent probablement, voilà, il était colombien, donc forcément très touché par ce combat. Et après, j'ai pris connaissance d'un programme de l'ONU qui s'appelait les Objectifs du millénaire pour le développement. Et je me suis dit, mais c'est vraiment génial ce programme, pourquoi il n'est pas connu, etc. Et donc, c'est là que j'ai créé, en 2006, en parallèle un cabinet de conseil et en parallèle une ONG qui s'appelait l'Alliance internationale pour les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà, pour le début en tout cas. Merci. Frédéric, tu veux nous partager un peu ce propre commencement pour toi ? Oui, tu as dit dans ton introduction, Emmanuel, qu'on allait rentrer dans les légendes personnelles et le storytelling. Et effectivement, je pense que personne d'entre nous se retrouve ici par hasard. C'est qu'il y a d'abord quelque chose de très personnel et même d'intime qui nous amène à nous interroger sur la marche du monde, mais aussi nous interroger sur le rôle que chacun de nous, on peut peut-être avoir dans la marche du monde. Et je pense en fait que dans chacune de nos vies, il y a des moments où on se retrouve un peu à la croisée des chemins et où on a finalement des rendez-vous avec soi-même. Et on peut en avoir plusieurs dans la vie. Et celui qui m'a amené à créer cette ONG, le projet Imagine, ce moment de rendez-vous avec moi-même, ça a été en 2008. Moi, à la base, je suis journaliste, je suis une femme de médias, une femme de l'image. Donc j'ai fait une 20aine d'années dans les médias et j'ai fait mes armes d'abord aux États-Unis. Donc j'ai vraiment été formée par les anglo-saxons. Et donc c'est vrai que pour le coup, le secteur médiatique américain, anglais, c'est vraiment une machine de guerre, quoi. On parlait du langage militaire pour le coup. Et donc il y a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous sortez très solide, très armé au niveau de la formation. Et donc je me suis prise de passion pour ce métier du journalisme, cette ambition de pouvoir informer, éclairer sur les grands enjeux du monde.
Et en étant au cœur du réacteur pendant cette vingtaine d'années, j'ai pu peu à peu me rendre compte que, au-delà de cette mission de service public, en fait, de pouvoir informer, eh bien, je voyais bien que malgré tout, c'est d'abord et avant tout une machine de business. Et à partir du moment où le premier but, c'est pas celui d'informer, mais c'est de faire de l'argent, alors là, les dés sont pipés. Les dés sont pipés et les règles du jeu vont complètement être dévoyées. Et donc, si en fait votre premier but, c'est de faire de l'audience à tout prix, eh bien, peu à peu, vous allez forcément tomber dans une certaine forme de caricature, vous allez faire du sensationnalisme, de la politique spectacle, etc., etc. Et donc, évidemment, là, il y a un vrai sujet parce que je pense qu'on a tous conscience que l'information doit être considérée comme un bien public et que c'est un pilier de la démocratie. C'est parce qu'on est bien informé qu'on devient un citoyen éclairé et qu'on peut décider justement de se lever de son fauteuil pour agir, s'emparer des sujets et s'engager. Donc, j'ai commencé à regarder tout ça avec un regard voilà, très inquiet finalement. Et au fur et à mesure, je voyais, je vous la fais courte hein, bien sûr, mais je voyais une pente délétère se préfigurer, c'est-à-dire que finalement, c'est toujours au service d'une vision toujours plus anxiogène. C'est-à-dire qu'on va traiter les choses de manière toujours plus anxiogène. Et en fait, là encore, en me penchant là-dessus, au bout d'un moment, j'en suis arrivée à la conclusion que le gros micro, c'est-à-dire le secteur médiatique, qui est tellement puissant et qui est toujours plus puissant chaque année et dans lequel on injecte tellement de moyens financiers, c'est colossal. En réalité, il faut habiter sur la planète Mars pour échapper aux médias, hein, soyons clairs. Et donc, eh bien, en fait, ce gros micro, il diffuse à grande échelle la peur. La peur dans les cœurs, la peur dans les esprits. Or, la peur, c'est la pire des conseillères. La peur, c'est ce qui va nous amener à nous replier sur soi, à stigmatiser l'autre, surtout celui qui est différent de soi, et puis peu à peu même à bâtir des murs qui nous séparent. Et c'est bel et bien le phénomène qu'on observe depuis pas mal d'années maintenant. Hein. Il y a une démultiplication des murs physiques, hein, vraiment. Et donc, au moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, oui, mais en fait, là encore, je vous la fais courte, mais si on y réfléchit bien, la peur, c'est pas du tout anodin de diffuser à grande échelle la peur. On a cette fameuse expression, l'adage qui dit « la peur paralyse ». Mais si c'était que ça, la peur déshumanise. Et donc, en réalité, la peur empêche d'aimer. Vous savez, très souvent, on se dit le contraire de l'amour, c'est la haine. Et en réalité, si on y réfléchit bien, la haine, c'est souvent de l'amour blessé. Donc, c'est l'autre facette d'une même médaille. Le véritable ennemi de l'amour, c'est la haine, c'est la peur. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais partager si j'ai peur de manquer ? Comment je vais m'approcher du voisin si j'ai peur qu'il m'attaque ? Donc on a une énorme machine d'influence, de contagion qui diffuse la peur dans les cœurs, dans les esprits et qui donc nous empêche finalement de faire famille humaine. Hein. C'est quand même ça. Et donc à ce moment-là, ça devient une question existentielle pour moi. Quand je réalise ça, je me dis, il est hors de question que je donne mon temps, mon énergie, mes compétences au service d'un secteur qui, finalement, relève de la peur. Et je me dis, au contraire, moi, ce que je veux, c'est justement utiliser l'univers médiatique, informationnel, pour diffuser de l'espoir. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à nous lever de notre fauteuil pour agir si on n'y croit plus ? Donc déjà, réveiller cet espoir, ça ne veut pas dire avoir une vision bisounours, une vision édulcorée des choses. Ça veut dire simplement que, il faut encore y croire. Et donc, à ce moment-là, au moment où j'ai toutes ces questions d'ordre professionnel qui m'agitent, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai aussi tous mes souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Une enfance dont j'avais jamais parlé pendant ces 20 années de médias, mais une enfance un peu particulière. Là aussi, je vais vous la faire courte, hein, je vais vous épargner les détails. Mais en gros, quand j'étais petite fille, j'ai eu la chance d'être sauvée par un couple incroyable du nord de la France, dans la banlieue lilloise, l'île Roubaix-Tourcoing, pour ceux qui connaissent. Hein. Et ce couple s'est pas contenté de me sauver moi, puisque à la maison, on s'est retrouvés à une bonne vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Et que des enfants considérés comme étant inadoptables, ceux dont personne ne veut, ceux pour lesquels la société pense qu'ils sont déjà foutus, quoi, en gros. Donc des enfants trop lourdement traumatisés, trop lourdement handicapés, trop ceci, trop cela, donc les cas. Hein. Et on s'est retrouvés donc tous ensemble.
Et ce qui veut dire que dans l'expérience de mon enfance, ce que j'ai vécu, c'est un concentré du monde sous un même toit. Et nous étions de toutes les couleurs, nous arrivions de tous les continents, nous ne parlions pas la même langue, nous n'avions pas la même culture, nous n'avions pas la même religion ou pas de religion du tout, et nous étions atteints de toute forme de blessure. Donc il y avait absolument tout pour nous séparer. Et pourtant, eh bien, nous avons réussi à aller à la rencontre les uns des autres, ce qui nous a permis de nous relever de ces blessures, parce que c'est la rencontre qui permet de se relever. Et nous avons donc réussi à faire famille. Et donc c'est vrai que c'est le message que j'essaye de marteler avec cette ONG, c'est qu'il est grand temps, il est même urgent de faire famille humaine et de vivre en famille humaine. Et si je défends ce message, c'est parce que je l'ai vécu et que donc je sais que c'est possible. Et donc j'essaye de réveiller les consciences là-dessus. D'ailleurs, j'en profite et je terminerai par là, puisque je pense qu'après tu vas enchaîner, mais on parle sans arrêt de transition écologique, transition énergétique, tout ça. Et je pense que la vraie transition dont nous avons besoin et qui couvrira tout ça, c'est vraiment une transition des consciences. Il va vraiment falloir qu'on grandisse en conscience, qu'on devienne des vrais adultes et qu'on humanise le monde. Voilà. Merci. Vous êtes prêts, hein? Parce qu'il nous reste un petit peu de travail pour arriver là. Mais je pense que ce que toutes les deux vous décrivez vraiment, c'est ce combat moral auquel il faut se rattacher, parce que tout le bruit du monde là nous dit qu'il faut construire des murs, des vrais, qu'il faut rejeter. Si tu es différent, tu n'appartiens pas, tu n'as pas ta place. Alors que ce qu'on entend avec ces témoignages, mais avec ce que vous portez tous, parce que vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez donner une vision alternative à ce narratif, à ce monde qui est le nôtre. On n'en a pas d'autre. Ils veulent nous envoyer sur la planète Mars, mais on n'y est pas encore. Et puis c'est pour partir avec Musk, personnellement, je ne prendrai pas ma place. Donc il y a quelque chose à faire ici et maintenant, et vraiment tous ensemble. Et c'est pour ça que j'aime bien l'expression de l'étoile du Nord, cette espèce de compas, parce que c'est ces valeurs qui nous donnent nos ailes, qui nous donnent nos racines, et qui nous permettent d'avoir cette boussole au milieu du chaos. Et pour moi, quand je vous entends, vraiment, le courage, c'est pas un acte de défi, c'est vraiment l'intégrité en mouvement. Et tout ça, nous tous, nous toutes, on peut le faire vivre, ça. Et c'est pas évident. Et il y a beaucoup de coups qui sont portés. Et ce que j'aimerais, quand on voit l'état du monde proche et loin, c'est ces attaques sans fin sur les alliances internationales, sur ce secteur de la solidarité qui est le nôtre, local et international. C'est tellement violemment mis en cause qu'il y a des moments, il y a de quoi vaciller. Enfin, moi, je vacille sur mon petit grain de sable de temps en temps. Et pourtant, on se rattrape. Et ce que j'aimerais entendre de votre part à toutes les deux, c'est ce moment, tu parlais d'intimité, donc ramenez ça à nous. Et en fait, comment vous faites chaque matin pour vous lever, continuer à y croire? Parce qu'il y a des moments vraiment, moi, je voudrais juste me mettre en boule dans un coin et dire, allez, c'est bon, le monde, je ne t'entends plus. Et pourtant, on ne peut pas faire ça. Donc, toutes ces choses qui vous tiennent à cœur, c'est quoi votre énergie intime? Enfin, comment vous préservez et vous avancez? Pascal, tu veux Vas-y, Pascal. Partager. Alors en fait, elle nous pose des questions qu'on s'est peut-être même jamais posées. Enfin, je sais pas, Frédéric, je les ferai toutes aussi. Mais certaines. Donc merci pour ce travail en profondeur qu'on doit aussi faire sur soi. Je pense que pour résumer, en fait, c'est une forme d'indignation extrême par rapport à certaines choses. Pour moi, en fait, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est, par exemple, évidemment, je vous ai parlé de la cause des otages, je me disais, on ne pourra jamais se sentir libre tant qu'elle ne sera pas libérée, tant que les autres otages ne seront pas libérés, en fait. Bon, au final, il y a eu 15 otages qui ont été libérés, et après, il y a eu des processus de paix qui ont été engagés, mais du coup, c'est ça, en fait, c'est de se dire, moi, j'ai une responsabilité parce que je peux porter une voix parce que. Et moi, le parce que, c'est parce que je suis née en France. Et parce que je considère que le fait d'être né en France, c'est vraiment un privilège, mais vraiment énorme. Et voilà, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas, etc., je le considère comme étant un acquis et quelque chose qui m'oblige aussi à redistribuer un peu de ce que j'ai pu avoir, en fait. Et après, c'est sûr qu'il y a quand même une sensibilité familiale. Mon père était très sensible, il était aussi maire pendant une trentaine d'années, mais il était très sensible sur les questions sociales. Ma mère était très famille et c'était génial la manière dont elle s'occupait de nous, c'était vraiment génial. Mais par contre, elle n'était pas du tout sur les dimensions internationales. Et même des fois, il y a plein de fois dans ma famille, je disais pas du tout ce que je faisais, le mari et tout. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai aussi pris un peu la tangente et
j'ai demandé à personne, en fait, ce que je pouvais faire ou pas faire. Voilà, je l'ai juste fait. Donc, ok, je m'en vais le dimanche. Oui, bon, je vais là. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, ça, c'est important aussi parce qu'il y a plein de barrages, en fait, qui pourraient nous empêcher de faire. Après, bien sûr, les moyens financiers, on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Donc, j'ai aussi pris cher aussi pour ça. Mais globalement, ce qui m'a vraiment indignée, c'est le fait que de voir tous ces enfants en Afrique, pour moi, c'est un crève-cœur. C'est horrible. Donc, je me dis, mais chaque jour, ils doivent inventer des stratégies de survie, en fait. Alors que du coup, ils subissent ça. S'ils étaient nés dans un autre pays, ils n'auraient pas à gérer ça, en fait. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui me bouleverse profondément. Voilà, même parfois, je vois des sans-abri. Je vois un sans-abri sur un banc quand je marche à Paris ou dans d'autres endroits. Je le regarde, en fait, droit dans les yeux et je me dis, mais il est magnifique. Enfin, il a des magnifiques yeux verts et tout. Enfin, je vois le côté beau chez les gens, en fait. Alors que du coup, malheureusement, la pauvreté, elle a une mauvaise image. Donc on adule les riches, etc. parce qu'ils ont réussi. Mais moi je me dis c'est les pauvres vraiment, ils ont un courage de dingue parce que ces mères elles doivent nourrir leurs enfants. Mais comment elles font, je sais même pas comment elles font en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi dépasse tout entendement en fait. Et puis ce que j'ai aussi vu quand j'étais en Angleterre, j'ai voyagé aussi un peu, j'avais fait un voyage à Bali, en fait en Indonésie. Pays que j'ai absolument adoré, je me suis dit mais c'est vraiment magnifique, bref, les plages, mais surtout les habitants. Et je me suis dit, on a invité chez les habitants, ils n'ont rien et ils nous donnent tout ce qu'ils ont en fait. Et donc à l'époque, je me dis, ok, je vais retourner en Angleterre et puis on va croiser des gens, ça va être l'indifférence totale, les gens qui ne se parlent pas, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de richesse aussi dans beaucoup de pays en développement, des gens extrêmement généreux, qui donnent ce qu'ils ont. Et voilà. Et donc, du coup, cette forme d'humanité dont tu parles tout à l'heure, enfin, dont tu parlais du coup, Frédéric, voilà, je l'ai aussi beaucoup retrouvée chez des gens qui n'ont rien et qui ont tant à donner. Merci. Frédéric ? C'est riche, hein. Fou. Je voulais, parce que j'y pense là tout de suite, je fais un petit aparté et je voudrais juste d'abord rendre hommage aussi à Emmanuel parce que du coup, on ne te présente pas, mais Emmanuel aussi, c'est 20 ans d'engagement dans les ONG, Save the Children, la Croix-Rouge, tout ça. Et donc, voilà, je pense que vous avez compris que la manière que tu as de présenter, c'est vraiment pas du tout anodin. Il y a même une poésie dans ta manière de présenter les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment... franchement, c'est ciselé. Et pourquoi ? Parce que ça vient de ton vécu. C'est pas du tout... c'est pas du bullshit. C'est du vécu. Et voilà, c'est un vrai honneur de pouvoir faire cette table ronde avec toi, Emmanuel. Voilà, je voulais te le dire. Ouais. Alors, ta question, donc, c'était qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire face à la niaque et tout, se lever le matin, alors qu'il y a des jours quand même, on a peut-être envie de baisser les bras. Et ça me donne l'occasion peut-être de partager avec vous une nuance, une subtilité. C'est-à-dire qu'ici, on est au Salon de la solidarité internationale des métiers de l'humanitaire, donc d'hommes et de femmes qui s'engagent et qui agissent, qui ont les mains dans le cambouis, qui tous les jours sont dans l'action. Et pour autant, je pense que c'est important d'éclairer le fait que si nous sommes tous réunis ici, avec vraiment comme boussole des valeurs humanistes, de partage, c'est vraiment avoir la terre en partage, quoi, et faire vraiment famille humaine. Pour autant, c'est pas l'action pour l'action. Je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Parce que ça peut être aussi vraiment quelque chose dans lequel on se perd quand on n'est que dans l'action. Ça peut être aussi une manière de ne pas regarder, finalement, d'avoir du déni sur ce qui nous atteint le plus profondément. Je pense qu'aujourd'hui, on a conscience, depuis la crise Covid, vraiment, il y a quelque chose qui est sorti du bois et qui est très fort, c'est tout ce qui a trait à la santé mentale. En réalité, les humanitaires, tous ceux qui sont sur le terrain sont confrontés à ça de manière encore plus costaud parce qu'eux, ils ne peuvent pas détourner le regard et tous les jours, ils voient les conséquences dans la chair, dans les familles, etc., de toutes les injustices de ce monde. Et donc, comment réussir à ingurgiter tout ça et voilà, comment faire ? Et donc, je pense que, de même que nous avons à cœur de prendre soin de celles et ceux qui sont en face de nous, eh bien, il faut aussi vraiment qu'on ait à cœur de prendre soin de soi. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est important d'avoir cette subtilité-là et de se dire, eh bien, moi aussi, je suis quelqu'un de fragile.
Et en fait, c'est aussi ça la beauté de notre humanité. C'est vraiment l'acceptation et même peut-être même la réconciliation avec notre grande vulnérabilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est en train d'émerger ces dernières années et que je trouve, moi, absolument précieux. Et donc, surtout, vraiment, attardons-nous là-dessus. Et donc, ça veut dire aussi, et ça ne veut pas dire faire du nombrilisme, mais en réalité, c'est aussi une question de dignité de soi à soi. Et plus nous serons attentifs aussi à ce qui nous habite de manière très subtile, plus nous serons attentifs à ce qui habite le cœur de l'autre. Donc véritablement avoir conscience que c'est pas être égoïste que de s'écouter aussi et d'essayer de monitorer. Et en fait, moi je crois que c'est quelque chose plus que sain, c'est vraiment quelque chose d'incontournable, d'essentiel si on veut continuer d'avancer, parce que on est pris dans un brouhaha permanent. Moi qui viens des médias, pour le coup, je veux dire, tous les jours, voilà, on reçoit comme ça des tas de messages. En plus, c'est souvent beaucoup du lavage de cerveau. De plus, maintenant, il y a des batailles idéologiques tellement terribles, avec une polarisation tellement terrible, et tout ça est tellement violent en réalité. Et c'est du viol d'esprit, en réalité. Et en plus, on le fait de plus en plus jeune. Donc, on est la proie de tout ça. Et ce qui veut dire que ça devient de plus en plus difficile de se mettre à l'écoute de la petite voix intérieure. Or, cette petite voix, elle est discrète, donc il faut effectivement réussir à faire un peu silence pour l'écouter. Or, c'est notre boussole. C'est vraiment cette petite voix intérieure qui va vous orienter sur est-ce que là, tu es à ta place? Est-ce que là, c'est ajusté? Est-ce que là, tu dois être vigilant? Peut-être tu risques de craquer. Si vous ne faites pas ça, effectivement, vous risquez de craquer et vous ne serez plus d'aucune aide pour l'autre. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et je crois vraiment qu'en plus, plus vous allez découvrir cette grande vulnérabilité qui fait partie intrinsèque de votre humanité, je dis vous, donc moi, soyons bien clairs, et plus ça va être beau, plus tout ce que vous allez faire va être ajusté, va être vraiment pile poil, quoi. Parce que l'être humain vit pas que de pain et vous voyez, on vit vraiment aussi de culture, on vit de partage, on vit de ces choses tellement subtiles. Donc pour moi, voilà. Et donc c'est pas l'action pour l'action. Et donc quand il y a des moments où il faut faire time out, vous faites time out. Et vous vous recentrez, et vous vous écoutez. Et puis vous allez voir émerger des choses que vous ne soupçonniez pas. Et ça fait partie de votre maturité, vous allez grandir. Et on ne fait que ça, de grandir, d'évoluer. Et peut-être, du coup, vous prendrez la tangente, vous déciderez que votre engagement, il va prendre un autre visage. Peut-être, tout est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui est très beau, c'est qu'on vit plusieurs vies dans une vie. Absolument. Et donc pour moi, ce qui compte, c'est vraiment, et c'est pour ça que je reviens à ce chemin intime. C'est-à-dire vraiment, au projet Imagine, ça va paraître très très prétentieux de le dire comme ça, mais le projet Imagine, donc c'est une ONG d'information, et très souvent, donc on est là pour éclairer sur les grands enjeux, les grands défis auxquels l'humanité est confrontée, mais le faire de manière constructive, c'est notre ligne éditoriale, et donc ça veut dire préserver l'espérance au cœur des constats, des diagnostics que l'on peut donner, transmettre. Préserver l'espérance, montrer que même face à une situation grave, sérieuse, voire dramatique ou tragique, eh bien en réalité, il n'y a pas de fatalité, et si on est très nombreux à s'en emparer, on peut complètement renverser la table. Et donc, plus la situation est tragique, plus elle recèle en elle une promesse de progrès humain pour tous, énorme en fait. Donc c'est vraiment à contrario que je prends les choses. C'est vraiment pour montrer, mais justement, allons-y, emparons-nous de ça, et évidemment qu'on peut changer la donne. Et donc, très souvent, la lecture extérieure, quand les gens découvrent ce que l'on fait au projet Imagine, ils se disent « Ah bah oui, il y a ce côté local qui rejoint le global, puisqu'on a des programmes de terrain, éducatifs, etc. » Et je dis « Oui, d'une certaine manière, mais je pense que notre ambition va plus loin. » Donc là, c'est là maintenant que je fais la prétentieuse. J'ai trouvé cette formule que, franchement, je trouve qu'elle est pile poil. Mais je dis, au-delà du local qui rejoint le global, c'est l'intime qui rejoint l'ultime. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce chemin intime, de cet effort d'introspection qui va faire que plus nous découvrons cette beauté de notre humanité, plus nous découvrons le trésor unique qui nous habite, plus évidemment nous allons pouvoir le diffuser autour de nous et le révéler chez l'autre.
et vice-versa, et on va grandir ensemble. Donc pour moi, aujourd'hui, le défi, il est là, et donc c'est pas tant les solutions pragmatiques, ici on a des grands professionnels, et c'est ça qui est fou aussi, c'est que le secteur de l'humanitaire, on est vu comme des bisounours idéalistes, des doux rêveurs, alors que c'est des super pros, des logisticiens, etc. Et donc c'est juste tellement caricatural. Mais derrière, vraiment, toujours garder ce qui fait les fondements de notre humanité. Et là, ça dépote. Ça dépote. Et pour rebondir sur ce que tu dis brièvement avant de revenir vers toi, Pascal, en commençant ma carrière il y a un peu plus de 20 ans dans la Croix-Rouge, le côté dur, et puis j'ai fait la Somalie, j'ai été en Afghanistan, c'était un peu le prérequis dans le type de direction là où j'étais. Et je me suis dit, mais moi j'ai pas fait tout ça, et je suis pas sûre de vouloir aller en Somalie là tout de suite maintenant. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est une impostrice alors? Est-ce que je n'ai pas ma place ici? Et au fil des années, Dieu merci, on se l'est un peu balancé, enfin on s'est un peu tiré dans le pied au départ, parce que très longtemps c'était l'image qu'on véhiculait, donc on peut pas reprocher au monde de dire mais il y a eu, Dieu merci, enfin avec des moments très durs, mais un pivot qui a commencé à se faire, et une vraie prise de conscience que, comme tu l'as dit, vous avez pratiquement tous pris l'avion, j'imagine, et on le dit toujours, vous prenez le masque et après vous aidez. Donc on peut pas les prétendre sauver le monde, give back, si soi-même on est en décalage et on est en misalignment, si on n'est pas aligné avec ses propres valeurs, sa propre énergie et son propre pouvoir. Donc on est peut-être des bisounours, mais non, c'est pas. Il y a quelques années, je regardais, mais convulsivement par moment, la vidéo le TED Talk de Brené Brown, une sociologue américaine qui a vraiment mis en avant cette vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse, mais qui est une source de force. Et je vous assure, je l'écoutais régulièrement parce que je vacillais beaucoup à l'époque. Et je me suis dit, mais voilà, elle a raison. Et pour autant, on va aller affronter quelque chose de très dur et on va faire bouger les lignes. Mais déjà, il faut être aligné de façon très intime. Mais Pascal, peut-être tu veux rebondir aussi là-dessus. Oui, c'est vrai que voilà, il y a aussi en fait la culture de il y a une chaire à Grenoble qui s'appelle la chaire UNESCO de la culture de la paix économique, et c'est vrai qu'il parle de paix en soi, dans la perspective de pouvoir aussi être en paix avec son environnement proche et par conséquent d'être plus armé en fait pour contribuer à un monde meilleur. Donc c'est vrai que je vous retrouve beaucoup sur ces questions. C'est vrai que pour moi, une des sources en fait qui m'a beaucoup aidée, c'est mes enfants. Et c'est-à-dire que du coup, au lieu de culpabiliser en me disant « Ok, je quitte mes enfants parce que je vais faire une action à tel et tel endroit », c'est au contraire, je les embrassais, et pour moi, je me disais « Mais vous êtes tellement heureux ici ». Et donc du coup, c'est eux qui m'ont ressourcée en fait. Je crois que c'est l'amour de mes enfants. Magnifique. Peut-être, on a commencé un tout petit peu, tu as parlé d'éducation, et peut-être si on peut aller sur l'éducation à la paix, qui fait aussi partie vraiment de notre sujet. Là aussi, moi, vous avez remarqué, j'aime bien essayer de pointer du doigt tous les paradoxes dans lesquels on vit, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous un petit peu perdus, quoi. On est pris dans des injonctions contradictoires, et on est un peu perdus. Sur l'éducation à la paix, c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye souvent d'attirer l'attention. C'est que finalement, je pense que nous vivons dans une société qui est schizophrène. En fait, et je parle vraiment au niveau mondial, en réalité. C'est-à-dire que tous les jours, voilà, la société, les gens, on va dire voilà, qu'il faut vivre en paix, qu'il faut être gentil avec son camarade. Et donc, on va éduquer ses enfants en disant, voilà, sois gentil avec ton camarade, partage tes jouets, etc. Et en même temps, eh bien, dès le début, dès la petite enfance, le système scolaire tel qu'il a été mis en place, c'est en fait non pas l'école de la coopération, mais c'est l'école de la compétition. En fait, c'est l'école de la rivalité, c'est l'école de la domination. Et donc, en fait, on a déjà mis tous les vers dans le fruit qui font que tout ça est belligène, quoi. C'est-à-dire que l'autre est mon ennemi. Et tout le système scolaire international est basé de cette manière-là, avec aussi les systèmes de classement, etc., PISA, etc. Donc, ça veut dire que derrière, c'est toujours les critères de performance, en fait. Et si tu veux être le meilleur, il faut bien à un moment que tu joues des coudes et que tu passes derrière ton voisin. Donc, vous voyez, vous allez avoir le môme qui va entendre tous les jours il faut être gentil avec ton camarade, et en même temps tout le système est là pour faire que. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose dès la base, si on veut véritablement être sincère
dans cette vision du monde, une vision du monde humaniste, etc., alors il faut aligner tout le système pour le rendre cohérent et faire en sorte que... Et c'est d'autant plus important que depuis pas mal d'années, en fait, là aussi, je me dis, maintenant que nous savons l'urgence environnementale, l'urgence climatique, et tout ça est plus que sérieux et ça peut vraiment nous envoyer dans le mur. Donc on peut regarder ça avec énormément de peur en se disant on est foutu, ou alors se dire mais quelle merveilleuse opportunité, parce qu'en fait pour la première fois de l'histoire humaine, eh bien tout est là pour nous montrer à quel point effectivement nous sommes une humanité sur cette petite planète, c'est notre petit bateau. Et donc, il y a tout pour nous prouver qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être ensemble et de faire famille humaine. C'est vraiment une invitation, en fait, à faire ça. Parce que si on continue à encourager le chacun pour soi, et c'est en ce moment ce qui est en train de se passer, hein, c'est cette polarisation entre un monde qui repart dans des velléités égoïstes et de repli sur soi et de haine de l'autre, ou cet autre monde, celui qui est aussi incarné ici, un monde altruiste et qui veut effectivement faire une humanité solidaire. Et donc, on a cette invitation à pouvoir unifier nos forces pour pouvoir faire face à cet enjeu existentiel, environnemental et climatique. Et donc, si on continue le chacun pour soi, ce sera tant pis pour tous. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire, de toute façon, nous sommes pris dans un destin commun, quoi qu'il arrive. Et donc, plus que jamais, aujourd'hui, il va falloir qu'on réussisse à enlever toutes ces contradictions pour vraiment être à la hauteur des promesses et des grandes paroles que l'on diffuse, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Absolument. Pascal, peut-être tu peux rebondir aussi sur le volet éducation par rapport à la mission que tu portes toi-même et à son importance. Alors du coup, peut-être oui, quelques éléments. Alors, peut-être aussi pour rebondir par rapport à ce que disait Frédéric, le côté un peu bisounours, où tout à l'heure tu parlais de la transformation des consciences. Là, en fait, avec Sophia Sreviller, qui est la biographe du Dalai Lama, en fait, qui est aussi la fondatrice d'une fondation Be the Love. On organise en fait la journée internationale, donc l'année passée c'est la journée internationale de la conscience et l'amour pour la paix. Quand on a annoncé, en fait, c'était à l'ancien ambassadeur Jérôme Bonafont, qui nous a beaucoup soutenus par ailleurs, le fait qu'on allait organiser cette journée, il dit mais c'est quoi la conscience ? Et on nous a dit mais bon là c'est un peu trop bisounours votre truc, du coup on n'arrive pas à s'y retrouver en fait. Et puis encore hier, j'ai entendu, c'est vrai que le mot amour, c'est pas dans la politique. Donc du coup, ça fait vraiment partie aussi, quand on parle d'éducation, c'est comment on travaille sur l'éducation des jeunes, comme par exemple, quand moi, dans mes activités professionnelles, j'interviens beaucoup dans les écoles de management, écoles d'ingénieurs, etc. Donc voilà, on travaille avec eux. Mais c'est aussi comment on va éduquer, entre guillemets, et nous, comment on fait le grand écart entre ces mondes qui ne se parlent pas ou ne s'entendent pas, en fait, si facilement. Donc du coup, l'autre fois, on a en fait rendu visite à l'ambassadrice qui est absolument charmante et qui a fait un très beau discours hier. Mais par contre, après, du coup, j'ai vu que notre discours, c'était un peu trop utopique. C'est pour ça qu'on en a aussi parlé avec Frédéric, etc. Donc c'est ça, c'est comment nous, on essaye de se raccrocher aux réalités et aux manières de penser en fait d'autres acteurs. Donc après, du coup, j'ai renvoyé un message en faisant un peu un résumé. Et là, je me suis dit, bon, la tactique est aussi importante que la stratégie. Essayons de voir comment s'y prendre. Et donc, du coup, j'ai été aux commémorations du 11 novembre. Et là, je me dis, ça y est, je pense que je sais comment aborder la question avec l'ambassade. Alors, l'ambassadeur Ivasso, avec qui on a beaucoup travaillé, il est à fond chez ODD, donc lui, on était hyper connecté sur tous ces sujets. Il est intervenu avec nous au Sénat, etc. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, parfois, c'est vraiment plus compliqué. Et donc, du coup, je suis partie du discours de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, lors de la commémoration du 11 novembre, du 107e événement, donc des commémorations, donc repartir de leurs éléments de langage et de dire que nous avons vu l'importance de la solidarité, de la dignité au quotidien dans la perspective de pouvoir continuer à faire évoluer les sociétés sous tel ou tel angle. Donc du coup, pour nous, c'est en tout cas un enjeu énorme et je pense que pour la recherche de financement, c'est aussi un défi important parce que quand on parle d'éducation au développement durable, moi quand j'ai créé l'Alliance pour les objectifs du millénaire, on a fait je ne sais combien de rendez-vous, mais tout le monde s'en foutait de l'éducation au développement durable. Franchement, c'est la priorité de quels élus ? Je sais pas.
peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Mais vous voyez, c'est vraiment... donc on a passé un temps fou à essayer de rechercher des fonds, puis après on s'est dit, bon, ok, ça marche pas. Donc on a essayé de repenser au modèle économique, et après je me suis dit, le modèle économique de l'Alliance, c'est pas de dépenser ce qu'on a parce qu'on n'a rien, mais c'est d'utiliser les compétences des gens. Et notre grande richesse, c'est ça, du coup, c'est les compétences des membres et le temps qu'ils peuvent allouer, et donc toutes les actions, les initiatives qui, du coup, sont gratuites, pour ainsi dire. Alors, bien sûr, on a quand même un peu de frais, mais voilà, on a vraiment basé, en fait, notre mode de fonctionnement sur des contributions. Donc, du coup, au niveau budgétaire, on parle de contributions en nature, parce qu'aux Nations Unies, on organise 7 colloques qui nous offrent des salles gratuitement, parce qu'il y a les compétences des membres, les compétences des conférenciers. Et pour le coup, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a pas mal de gens, quand même, qui nous suivent. Et voilà, peut-être une centaine de personnalités avec qui on a eu des beaux échanges, qui nous ont apporté leurs contributions. Je pense notamment à Patrick Vivray, qui est absolument... je ne sais pas si vous avez déjà écouté Patrick Vivray, mais il est absolument passionnant. Dominique Bourg, enfin voilà, toutes ces personnalités qui ont écrit une dizaine ou une quinzaine d'ouvrages, et ben eux, ils croient, pour le coup, ils croient vraiment en notre projet. Et c'est magnifique. Après, au niveau des élus, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, dans le cadre du colloque qu'on a organisé à l'Assemblée nationale, on a eu un soutien exceptionnel de Patrick Mignola, qui a été ministre en charge des relations avec le Parlement dans le gouvernement Bayrou. Voilà, mille merci en fait à Patrick Mignola. Et ça vaut peut-être les 10 ou 20 refus qu'on n'a pas eu, enfin, ou en tout cas qu'on a reçu de la part d'autres élus. En fait, un refus, c'est juste pas de réponse. Hein. On va pas vous dire non, ce que vous faites, c'est pas bien. C'est juste, on va totalement ignorer votre demande. Et voilà, donc du coup, il y a des gens comme ça que je salue. Je rends aussi un hommage particulier à monsieur Nicolin. C'est l'ancien président du conseil départemental de Haute-Savoie, qui lui nous avait soutenu vraiment pour la cause des otages. On avait organisé avec lui un colloque sur le rôle de l'Europe dans le conflit colombien. Voilà, il y a aussi du coup Loïc Hervé avec qui on a organisé le colloque au Sénat. Et donc on a créé un collectif, Sibylle en fait partie, Frédéric, le collectif Élus et ODD. Et on a organisé un colloque sur le thème mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2026. Voilà, et ça fait partie aussi. Tout à l'heure, tu parlais des sources de ressourcement. Le fait de travailler avec ce collectif et des gens aussi extraordinaires que Sibylle. Et voilà, il y avait 25 membres dans ce collectif, dont 15 qui sont vraiment actifs. Franchement, c'est magnifique. Alors, quand vous avez des difficultés à gérer des projets avec des gens qui n'étaient pas très coopérants, quand il y a eu plein de problématiques à gérer, tous azimuts, et puis qu'après, vous vous retrouvez à gérer des comités de pilotage avec des gens qui sont efficaces, coopératifs, extrêmement chaleureux, avec qui vous avez des objectifs communs, franchement, c'est du vrai bonheur. Donc voilà, ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi une source de ressourcement. Merci. Merci pour ton authenticité, d'ailleurs, à vous deux. Parce qu'on sait très bien que notre voix, elle porte plus si elle nous ressemble. Donc cet alignement interne, une fois de plus, j'y reviens parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte. Donc merci. Et peut-être si on... Sachant qu'on est dans ce salon et que c'est la journée grand public et qu'il y a énormément de personnes qui sont soit dans le secteur ou qui aspirent à venir rejoindre notre grande famille dans la solidarité nationale, locale et internationale. Une fois de plus, j'insiste. C'est vrai qu'il y a un grand questionnement qui traverse nos sociétés et en particulier notre secteur, mais de savoir est-ce qu'on peut être heureux dans un monde malheureux. Bon, la question. Vous avez 4 heures. Hein, vous avez 4 heures. Vous rendez vos copies avant de sortir et puis on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Mais peut-être, comme je disais, il y a une résonance particulière au sein de notre communauté ici. Et pour ceux et celles qui souhaitent s'engager, parce qu'ils ont cette force, ce besoin de faire famille humaine, peut-être parce que vous êtes passés par des hauts et des bas, tous et toutes, nous trois. Et on n'a pas fini. Mais on n'a pas fini en plus, mais on ne va pas renoncer pour autant. Comment, pour offrir un espèce de narratif alternatif à tout ce bruit qu'on entend justement et cette politique de la peur, mais pour ne pas faire peur à tous ceux qui justement veulent joindre cette communauté, vos pépites de sagesse nées de ce parcours. Vous avez 4 heures aussi. Qui a dit qu'on était sages? Ces leçons. Sagesse, après, on peut le définir de façon assez fluide, mais certaines de ces leçons apprises, à un prix personnel peut-être élevé, mais pour continuer à inspirer justement nos générations présentes et futures dans la pièce et au salon. Qui c'est qui veut commencer? Vas-y, Pascal!
Franchement, j'ai pas du tout de conseils particuliers à donner parce que je pense qu'on est tous très particuliers. Enfin, chacun, voilà. Et donc voilà. Et voilà. Super conseil. Alors, du coup, moi, je vais peut-être juste revenir sur un point parce que tout le monde connaît peut-être pas IODD, mais c'est une ONG en fait qui a été créée en 2006 pour soutenir d'abord les objectifs du millénaire, comme je l'ai dit, ensuite les objectifs de développement durable. Et donc, du coup, on a, en fait, on agit. Voilà, j'ai donné quelques exemples pour la France, par exemple, quand j'ai parlé du colloque au Sénat, à l'Assemblée nationale. Là, en fait, on travaille, par exemple, avec le ministère dans la perspective de renforcer le portage des ODD. Par l'État, en fait, et par les collectivités locales. Donc, par exemple, j'ai écrit un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle « Agir pour un monde durable, réussir la transition à l'aide des ODD ». Et ce livre, je l'ai remis à 7 ministres en main propre. Voilà, donc du coup, on essaye de faire en sorte qu'il soit plus porté. Vous voyez, c'est pas gagné. Hein, donc, est-ce qu'on est totalement inefficace ou alors est-ce que, voilà, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres méthodes? Mais en tout cas, il y a un enjeu majeur qui est celui-ci. Et donc, on travaille aussi, bon, après, il y a eu plein d'initiatives. Je n'ai pas cité, mais Maurice Simon qui a créé le festival dans la cause des femmes. À Gaillard, on a organisé plein de conférences aussi avec lui et grâce à lui. Et donc, du coup, à l'international, bon, tout à l'heure, j'ai parlé alors plutôt de la cause des otages, mais en République démocratique du Congo, par exemple, on a fait un partenariat avec 1% donc, de fonds pour l'éducation. C'était MAPED, qui est en Haute-Savoie, avec la RFI. Et donc, du coup, il y a eu en fait la fabrication de matériel dans la perspective d'équiper les écoles pour éviter que les enfants étudient par terre. Voilà, donc c'est des fonds de MAPED. Et nous, du coup, on a eu un rôle... bien sûr pour l'administratif, etc. Et donc voilà, ça fait partie des actions concrètes qu'on peut engager. En RDC, on a aussi lancé un appel pour la paix, mais voilà, il y a aussi du coup les citoyens de première et seconde zone. Voilà, tout ce qu'on relance sur l'Afrique, franchement, au niveau des réseaux sociaux, c'est vraiment dur à prendre, alors que du coup, là-bas, c'est l'horreur, en fait. Les viols massifs des femmes, la production de coltan, les partis insurgés qui récupèrent de l'argent, etc. Donc, vous connaissez probablement tout ça par cœur. Donc, ça fait partie de nos actions. Et puis, du coup, comme je vous l'avais dit, il y a aussi les villages du millénaire qu'on a mis en place en Côte d'Ivoire. On a aussi essayé de soutenir pour la création d'un fonds, d'un centre pour les femmes battues. Donc, parce que vous savez que les femmes, non seulement quand elles sont violées, eh ben, en fait, c'est elles, du coup, presque les coupables. C'est horrible ce qui se passe, elles sont exclues de la communauté, elles sont exclues avec leurs enfants. Des fois, il y en a qui les récupèrent dans les églises. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail, évidemment, sur comment on change les mentalités. Et donc, on a aussi beaucoup essayé d'œuvrer pour essayer de faire en sorte que les enfants soient aussi reconnus et enregistrés à la naissance. Donc, il y a eu pléthore d'initiatives qui ont été engagées. Je dirais peut-être en tout premier lieu en Côte d'Ivoire, c'est peut-être le pays où on a fait le plus de choses. Et on avait un de nos membres, c'était le directeur de Fraternité Matin. Donc lui était en directeur de la presse. Voilà, donc du coup on a ça d'articles et IODD a vraiment contribué à faire connaître les OMD. Donc c'est juste quand même pour vous dire qu'est-ce qu'on a essayé de faire et qu'est-ce qu'on continue en fait à faire. Donc voilà, il y a à la fois ces programmes-là et puis ce travail au niveau gouvernemental. J'avais rencontré par exemple El Sisi, le président d'Égypte, en disant mais qu'est-ce que vous faites pour les objectifs pour les ODD, etc. Et lui m'avait répondu par les objectifs du millénaire. Je me suis dit, mais il n'a encore pas tourné la page, celui-là. Donc voilà. Ça dénonce. Des fois, c'est vrai qu'on est dans des situations un peu délicates. Voilà. Ou même, par exemple, dans une conférence, on va parler du problème de corruption. Ça ne va pas forcément plaire dans la salle. Hein. Mais voilà, moi, je me suis aussi retrouvée une fois au Niger. J'étais au bord d'une piscine magnifique dans un hôtel. J'avais mal au ventre. C'était horrible. Je me disais, mais c'est... Enfin, tout l'argent qui est dépensé pour ces infrastructures, parce qu'il va y avoir une grande rencontre internationale avec des chefs d'État, et puis dans le même temps, les populations qui sont en train de crever de faim, enfin de mourir. C'est horrible ce qui se passe. Donc du coup, voilà, il y a tout ça qui fait que du coup, on travaille un petit peu à la fois avec les populations, mais on pourrait faire vraiment 1000 fois plus. Et puis avec les gouvernements, et j'en ai même presque oublié la question. Désolée. Mais moi, pour répondre à ma question, avant de te repasser le micro, en termes de leçons apprises, quand je vous entends, et puis je l'ai vécu avec beaucoup de gens qui m'ont inspirée, c'est vraiment l'importance de dire la vérité avec grâce et authenticité, et non avec agressivité, qui nourrissent ce sentiment de peur. Mais, et c'est ce que je vois avec vous deux. Mais ce que j'aime avec Pascal, c'est que en fait, t'es entière, donc tu as une capacité d'émerveillement.
Tu t'émerveilles des choses. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça veut dire que tu n'es jamais blasé. Et tu t'insurges et tu as mal au ventre. Tu le dis, voilà, c'est physique face aux injustices. Et je trouve que ça, c'est quelque chose à garder, cette authenticité-là. Ça, c'est vraiment à garder. Alors, c'est bien, tu m'as inspiré. J'ai pas de super conseils à moi à vous donner parce que je pense que chacun, voilà, on a notre monde à nous. Mais en revanche, c'est vrai qu'au projet Imagine, ce qu'on fait, c'est que, et c'est ce qui fait aussi que je suis la marraine de Soliway depuis la 3e fois déjà, voilà. C'est parce que le projet Imagine, son positionnement est très particulier. C'est finalement une ONG qui est au service de toutes les causes et qui est au service de tous ceux qui s'engagent et donc de toutes les assos, de toutes les ONG. Donc on est en méta. Donc nous, on est au service d'eux. Et donc c'est pour ça que ça fait un beau parapluie et ça légitime le fait d'être si intégré avec Soliway. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous pouvez trouver sur notre site différents films qui vont mettre en lumière ce que j'appelle des héros humbles, des hommes et des femmes qui font des choses exceptionnelles au service de ce monde meilleur que nous souhaitons tous. Et donc, la plupart du temps, ils sont à la tête d'ONG ou d'assos. Et donc, ça permet d'éclairer sur plein de différents sujets. Donc, on peut véritablement avoir tout un éventail de sujets. Et ça, c'est vrai que quand vous avez le moral dans les chaussettes ou que vous y croyez plus ou je sais pas quoi, ça fait du bien. Voilà, on voit des histoires d'hommes et de femmes qui, eux aussi, font face à plein de difficultés. C'est beau, tu parlais de storytelling, encore une fois, hein, c'est que ce ne sont pas du tout des films où on s'emmerde à regarder, machin. Non, c'est qu'en fait, il y a des rebondissements, c'est des aventures humaines, il y a des jours où ça va, puis il y a des épreuves, voilà, donc il y a du suspense, etc. Et donc c'est vraiment super. Et ça, je pense que c'est vraiment une source d'inspiration qui est très précieuse, quoi. Voilà. Et peut-être que... un petit mot peut-être supplémentaire, c'est vrai que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'y aller, en fait. Et souvent, on est rassuré parce qu'on a besoin d'avoir du monde autour de nous. Moi, je me suis dit, à partir du moment où on est 2, c'est bien déjà. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que des fois, moi, quand à un moment donné, il y a eu un problème, il y a eu une tentative de corruption dans mon ONG, du coup, tous les membres du conseil sont partis. Et je me suis dit, mais comment je laisserais une personne corrompue m'empêcher de lutter contre la pauvreté ? Et du coup, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais lui laisser cette possibilité. C'est juste pas possible. Donc, du coup, au bout d'1 an et demi, j'ai recréé une alliance. Alors que cette personne était venue avec nous à Dakar. On avait lancé l'alliance panafricaine. On était dans le voyage et tout. Et au retour, il nous fait ça, en fait. Bon. Wow. Et donc, du coup, voilà. Pour moi, c'est vraiment important. C'est de se dire, on n'a pas besoin d'être trop nombreux pour y aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par ça. Et voilà, ça, c'est la première chose. Ils sont nombreux à l'intérieur d'elle, hein, déjà. Donc... Tout va bien. Non, mais... Voilà, et donc c'est y aller. Et puis du coup, pas avoir peur aussi de travailler. Enfin voilà, ça vous le savez mieux que quiconque. Parce que souvent, le rôle du président, c'est ça. C'est qu'une fois que vous avez relancé 6 fois, 7 fois, là c'est bon, je fais. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire en fait. Du coup, voilà, un de mes secrets, entre guillemets, enfin si je peux dire que j'ai un secret, j'en ai juste un, je sais pas. C'est juste de me lever tôt le matin. Et du coup, là, alors c'est jamais facile, évidemment. Mais après, du coup, je suis dans le silence et dans la concentration et j'ai un moment, en fait, j'ai souvent même 2 ou 3 heures avant de faire mes autres activités professionnelles. Et voilà, ça fait peut-être partie aussi des moments de ressourcement. Et tant pis si la personne qui en charge de la communication, ok, elle fait pas du tout ce pourquoi elle a été mandatée, je le fais, voilà. Et puis après, je vais trouver plaisir à le faire. Et je pense que c'est dans cette cohérence qu'on construit cette influence, parce qu'on a cette consistance, on est cohérent avec nous-mêmes et avec nos actions. Je sais qu'on arrive, j'ai vu la petite croix, donc on arrive au bout de notre conversation pour ouvrir le floor, mais ce que je veux dire, pour fermer nous trois, on parlait d'engagement pour la paix, et je pense que cet engagement et l'héritage de cet engagement, il se construit une décision courageuse à la fois. Et c'est en étant ensemble et en se disant qu'on peut faire bouger les lignes qu'il y aura cet impact. Donc je veux vous remercier toutes les deux. Merci beaucoup. Je voulais juste, en fait, c'est parce que tu viens de dire quelque chose qui m'éveille une phrase mes parents adoptifs nous ont toujours dit ça, on sauvera l'humanité qu'un être humain à la fois. Yeah. Donc vraiment se dire, est-ce que ça vaut la peine ce que je fais et tout, un être humain à la fois. Yeah. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc merci. Et il nous reste quelques 5 minutes 5-10 minutes pour ouvrir. Voilà, c'est pas beaucoup, fini, c'est pas fini.
5-10 minutes pour ouvrir le forum. Alors, c'est quoi vos conseils? Racontez-nous. Voilà. On Votre est propre preneurs. réflexion. Les micros vont circuler, donc Ouais. Commentaires, questions, Ouais, réflexions, partage. partage. Si vous avez des questions, on n'a pas forcément les réponses. Mais on est ensemble dans le questionnement, donc au moins on Yes. avance. Yes. Par ici, par là. Alors du coup, si vous avez des questions, Oui, là, il y J'ai a vu une main, par ouais. là. J'ai Qui vu ça? plusieurs. Oui. Derrière, Voilà. juste derrière. Et Là et monsieur, ouais. on va prendre les questions dans le. Tu les notes parce que j'ai pas noté. Et si vous pouvez vous présenter, adresser la question, si c'est aux deux ou si c'est une partie, c'est une speaker spécifique. Ok, bonjour mesdames. Je suis Mleyouni Agbi, étudiante à 3A. Je voudrais vous poser une question sur les obstacles. Et selon vous, quels sont les plus grands défis pour maintenir un engagement durable pour la paix dans un monde marqué par les inégalités et les conflits comme le nôtre? Merci. Merci. Il y avait quelqu'un d'autre dans le. Oui, il y avait monsieur aussi, là, oui, Ah oui. avec la chemise bleue, oui. Bonjour, je suis David, étudiant à Croisa, en Master 1 en coopération internationale et action humanitaire. Et ma question était celle de savoir comment vous faites en tant qu'acteur de l'humanitaire face au choc culturel. Parce que on a tendance à remarquer que les personnes étrangères qui partent en Afrique pour aider, agir pour l'humanitaire, font souvent face au choc culturel. Vous avez parlé tout à l'heure du choc mental, enfin je sais plus trop. Et comment vous faites? Parce que c'est souvent très dur. J'ai été en stage à la Croix-Rouge camerounaise et du coup il y avait certaines populations qui étaient dans le nord de mon pays. Il y avait certaines populations qui étaient un peu compliquées face à certains acteurs de l'humanitaire. Par exemple, on travaillait en coopération avec la Croix-Rouge française et c'était souvent difficile pour certains membres de la Croix-Rouge française d'aider les personnes, les populations locales. Alors ma question était celle de savoir comment vous faites face à ce choc culturel, parce que c'est pas souvent évident, et aussi comment vous faites pour travailler votre mental, parce que pour être dans l'humanitaire, il faut avoir un sacré mental. Et moi, j'aimerais bien me lancer plus tard, rentrer dans mon pays, au Cameroun, créer une ONG pour les femmes et les enfants, parce que jusqu'à présent, il y a encore des femmes qui subissent l'excision, les mariages forcés. Dans le nord de mon pays, certaines filles, à partir de 14 ans, ne partent plus à l'école. Et si je peux rentrer dans mon pays et apporter une petite touche d'aide, franchement, ça serait bien. Mais j'ai quand même peur face à certaines cultures et face au choc culturel. C'était ma question. Merci. Merci. est-ce qu'on a d'autres questions ou Bon, oui. Ouais. une Voilà, dernière une- peut-être voilà. Il y avait là et là, comme ça en fait encore deux. Et puis, Ça tombe bien, ce n'est pas une question, c'est plutôt un petit partage. Je voulais vous remercier vraiment pour cette discussion, pour la sensibilité de vos propos et pour votre optimisme qui me manque à moi. Et on parlait de légende personnelle et je voulais partager que parmi un faisceau d'éléments, la petite fille à la balançoire, ça a vraiment joué ce rôle pour moi. Ouais. je fais le sous-titre, c'est le livre que j'ai écrit qui raconte l'histoire de ma vie, de mon enfance. Ça m'a vraiment marqué et a nourri cette envie de me tourner vers la solidarité. Donc, merci. Waouh. Merci. Merci beaucoup. Et Et il y avait vous, je crois, non? C'était pas par ici que vous aviez une question, non? Non, je croyais. On va. Bon, très bien, super. Parfait. Ah bah, très bien. Je vais peut-être juste rebondir déjà tout de suite par rapport à ce que tu viens de dire. Je peux te tutoyer, hein? Ouais. Parce que tu as eu l'air de dire que t'as pas toujours cet optimisme ou quelque chose. Bon, moi non plus. Hein. D'ailleurs, je me définirais pas comme quelqu'un d'optimiste. Je pense que le défi, c'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Il faut être réaliste, il faut être lucide, et pour autant garder cette espérance. C'est assez subtil, hein. Parce que l'optimisme, bon, ok, so what, tu vois, on va pas faire de la pensée magique, quoi. Donc il faut être vraiment lucide. Si on veut
apporter des réponses, des solutions qui soient ajustées par rapport à ce qui se passe, il faut être très lucide. Mais pour pouvoir vraiment alimenter le moteur, avoir le carburant pour agir, il faut bien qu'il y ait cet espoir, cette espèce d'élan à l'intérieur qui nous pousse à vouloir agir pour une certaine forme de justice. C'est cette éthique-là, en fait, qui nous porte. Et donc, c'est ça qui doit être nourri. Mais c'est pas tous les jours absolument vivace et on n'est pas toujours traversé par la grâce. Et c'est comme ça, tu vois. Mais c'est ça que je trouve beau. Vraiment, c'est tout le paradoxe. Je pense vraiment qu'il faut qu'on se détache de... C'est pareil que... Je vous parlais d'injonctions contradictoires. Vous avez remarqué ces dernières années comment on a dévoyé le mot résilience. Il y avait ce concept que Boris Cyrulnik avait remis à l'ordre du jour, qui montre qu'effectivement c'est étonnant, face à des épreuves, certains arrivent à se relever, d'autres pas, et on se demande d'où ça vient. Et puis d'un coup, toute la société nous dit, en gros, il faut être résilient, et si t'es pas résilient, t'es un as, quoi, t'es un gros loser. Ben, c'était pas tout à fait ça l'histoire, hein, il me semble. Et alors tout est résilient, un être humain, mais aussi une structure économique, etc. Enfin, donc vous voyez, on mélange tout. Et du coup, on se sent, si on n'est pas à la hauteur, et donc on est encore plus écrasé, quoi. Donc vraiment, il faut qu'on prenne de la distance avec tout ça et qu'on soit plus tendre avec soi-même. Et vraiment, moi, c'est ça que je voudrais faire advenir. C'est un monde plus tendre, plus patient, plus doux, plus bon. Alors, plus bon, c'est pas très français de le dire comme ça. Mais je veux dire un monde de bonté. Vous voyez ? Parce que il y a aussi toutes ces expressions populaires qui mettent tout ça dans la boue. Trop bon, trop con. Alors forcément, vu comme ça... Ça donne pas envie d'être bon, non ? Ça fait pas envie. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être bon ? Et vous savez, même les gens méchants, ils n'aiment pas les gens méchants. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, donc vraiment, revenons à ça. Et si on vient sur ces fondamentaux, c'est des choses toutes bêtes, si on revient sur ces fondamentaux, le monde change. Le monde change immédiatement. Si on devient plus patient, plus doux, qu'on arrête de se juger les uns les autres, le monde change. Donc vraiment, revenir à des choses toutes bêtes. Et donc, t'es pas optimiste, c'est pas facile, mais on va faire avec, hein. Et ça va le faire. Merci. Je pense, Pascal, pour la question sur les barrages. Alors, je rebondis peut-être juste sur ce que dit Frédéric. C'est un excellent porte-parole pour l'amour sociétal. Il faut que je te mette en relation avec Sophia Straviller et qu'on vous invite à notre colloque. J'en profite pour vous informer qu'on organise un colloque à l'ONU, du coup, sur la journée internationale de la conscience, le 31 mars. Et si ça vous intéresse, vraiment, venez me voir pour que je puisse vous inscrire. Enfin, voilà, on vous enverra l'invitation en temps voulu. Mais c'est important et on travaille avec beaucoup de jeunes aussi. On va organiser des parcours en amont dans la perspective que les jeunes puissent aussi faire des interventions. Et l'année passée, ils en ont fait. Il y a eu des ovations. C'était des moments magiques. Donc, voilà. Et ça fait partie... C'est le point commun aussi entre nos deux associations. Parce que vous, Frédéric l'a pas dit, mais c'est juste énorme ce qu'ils font avec les écoles, avec les différents partenaires. Et voilà, désolé, je parle de du projet Imagine au lieu d'AIODD, mais en gros, c'est, comme disait Sybille aussi, c'est non pas seulement apporter le savoir, mais montrer en fait aux jeunes leur pouvoir. Voilà, et donc vous avez un pouvoir de transformation pour aider à faire rêver, et je trouve ça vraiment magique. Bravo. Du coup, sur les questions, en fait, les défis, les défis par rapport aux inégalités, par rapport au changement culturel, ou en tout cas aux divergences. Déjà, au niveau des défis par rapport aux questions d'inégalité, moi, je trouve que, un des points qui me semble un peu compliqué, c'est qu'au niveau des gouvernements, vraiment, il y a beaucoup de systèmes qui encouragent les inégalités. C'est-à-dire que je vois, par exemple, quand un des colloques qu'on voulait organiser il y a pas si longtemps, en fait, en gros, on est presque obligé d'avoir un budget de 30 000 € pour un colloque en Côte d'Ivoire, à Abidjan, alors qu'ici, si on fait notre colloque à l'ONU, par exemple, ou même si Gaillard nous prête une salle, on peut faire un colloque pour 1 500 ou 2 000 €, vous voyez, avec tous les moyens technologiques, etc. Et c'est ça. Et quand vous apportez pas de l'argent, vous n'êtes pas considéré comme étant un acteur crédible. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment une aberration. Donc vous devez toujours montrer que vous apportez de l'argent. Et ça, moi, je refuse de rentrer dans ce système-là. Déjà parce qu'on n'a pas l'argent, mais dans le même temps parce que jamais de la vie je vais cautionner ce genre de choses. Donc il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas.
Au niveau des gouvernements, ils ont des budgets absolument colossaux pour l'image, en fait, pour des actions qui vont bénéficier à leur image. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand on voit en fait l'Afrique d'ici, ceux qui sont pas dedans, ils se rendent pas compte, ils pensent qu'il y a que des gens pauvres, mais il y a beaucoup de gens qui sont très très riches et pour qui l'image c'est hyper important. Donc du coup déjà s'il y avait une meilleure allocation en fait des budgets pour pouvoir financer des politiques publiques comme au Niger par exemple, c'est 6% de budget pour la santé, alors que c'est 18% de budget pour la sécurité. C'est une aberration. Alors bien sûr, après, vous avez un garde du corps dans tous les hôtels. Mais donc voilà, pour moi, ça fait partie de ces systèmes de gouvernance et comment on arrive à mieux en fait, gérer et contrôler ça. Donc je pense que nos gouvernements auraient des bons conseils. Alors on va parler de problèmes de souveraineté, etc. Mais dans la perspective de pouvoir aider en fait, à mieux gérer ça. Là, par exemple... à nouveau, on parlait avec un président de district de comment ils organisent en fait la gestion des bidonvilles. Et lui me disait, mais dans tous les cas, c'est le gouvernement qui a pris la responsabilité de gérer la politique urbaine et sociale. Sauf que du coup, il s'est engagé à le faire en 2001 et en 2018, il n'y avait toujours rien de fait. Vous voyez, donc du coup, il y a beaucoup d'engagement avec pas de suivi derrière, etc. Et ça, évidemment, ça nuit aux populations de manière incroyable. Donc, les politiques à revoir et le fonctionnement. Ensuite, sur les questions culturelles, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a eu plein de situations dans lesquelles on a eu des discussions avec des responsables locaux, avec des populations. Et j'ai toujours essayé d'avoir un regard, on va dire, un peu transparent, mais en agissant avec beaucoup de diplomatie, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme par exemple, on s'est retrouvés un jour, on était 15 personnes, il y avait la ministre de la Santé, et on parle du sort du 10e enfant en Côte d'Ivoire. Alors, désolé, c'est encore un exemple pour la Côte d'Ivoire, mais voilà. Et du coup, la moitié de la table comprenait que oui, le 10e enfant puisse disparaître, donc il disparaît. Hein. En gros, vous ne savez pas si c'est une tante qui l'a récupéré, est-ce qu'il est mort. Enfin, je trouve ça effroyable. Et du coup, la moitié comprenait, parce qu'on disait, bah oui, si l'enfant porte malheur, on comprend qu'on n'a pas envie qu'il porte malheur à toute la famille, vous voyez. Et puis les autres étaient indignés. Voilà, donc du coup, c'est au moins commencer à échanger sur ces choses-là, et puis que quand on a un avis, vraiment l'exprimer assez fortement. On a aussi beaucoup échangé sur la pauvreté, sur l'alimentation, par exemple. Et il y en a qui disaient, non, mais nous, tout va bien, il n'y a pas de problème de pauvreté dans notre communauté. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui ne veulent pas dire la vérité aussi. C'est ça, en fait. Et alors qu'il faudrait pouvoir dire la vérité. Et donc, du coup, ils changeaient sur ça. Ah bon, mais ils mangent quoi, les enfants, etc. Ils mangent des bananes séchées le midi. Ok, c'est pas un repas. Vous voyez, le problème est alors pourquoi est-ce que les filles, finalement, ne vont pas à l'école ? Donc, c'est donner la parole aux gens pour que les gens nous donnent des informations. Ah, et puis vous en pensez quoi de ça ? Effectivement, et on se dit, mais alors comment on peut faire pour encourager davantage les filles à aller à l'école, etc. Donc, déjà, je salue votre initiative d'organiser, de vouloir en fait créer une association pour lutter contre l'excision. C'est vraiment génial. Et puis peut-être un conseil, c'est essayer de voir quels sont quelques ONG ou acteurs qui sont déjà bien efficaces sur le secteur, dans la perspective de vous associer à des gens qui déjà sont vraiment efficaces pour gagner du temps et faire en sorte que vos propositions puissent être mises en œuvre, j'ai envie de dire assez rapidement. Voilà, mais en tout cas pour moi c'est de dire vraiment ce qu'on pense et essayer d'apporter des nuances en montrant que oui on comprend qu'il y a telle problématique, mais vraiment il faut aller dans telle direction. Et on va arrêter la conversation parce qu'on est déjà en retard, mais on est là, continuer la conversation parce que c'est une question très brave que tu as posée avec une grande prise de conscience dès le départ. Donc viens nous voir, la conversation continue. Je suis juste très consciente du temps et qu'on déborde, donc je vois un autre micro qui s'approche. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Beaucoup d'applaudissements peut-être. Grand merci vraiment.